Nouveau podcast, on discute. Donc on est avec deux étudiants UTC1 pour le projet Butterfly. Donc je vais vous demander de vous présenter tous les deux. Selena, tu peux peut-être commencer s'il te plaît. Oui, alors je m'appelle Selena Tessier, je suis en ingénierie mécanique pour mon dernier semestre et je suis en filière design industriel à l'UTC. Et toi, Sacha? Ouais, Sacha Bourguet. Je suis donc étudiant à l'UTC aussi en dernière année, et aussi en filière design industriel et entrepreneur à impact sur les enjeux sociaux et environnementaux. D'accord, donc dans le cadre de ce podcast, on va parler d'un projet que vous avez réalisé tous les deux, qui est le projet Butterfly. Bah déjà tout simplement, qu'est-ce que c'est ce projet? D'où ça vient? Quels sont les objectifs? Et d'après ce que j'ai compris, c'est un projet qui a été organisé par le SGPI. Donc est-ce que vous pouvez parler du SGPI aux gens qui ne connaissent sûrement pas cette organisation? Bon, vas-y, hein, si tu veux. Ok. Donc le SGPI, c'est le Secrétariat Général pour l'Investissement. C'est une instance du cabinet du Premier ministre qui a la mission dans le programme France 2030 de piloter les investissements dans à peu près tous les domaines d'innovation possibles en France, que ce soit autour de l'éducation, autour de l'habitat, autour de la médecine, etc. Tout est possible. Et donc ce secrétariat général pour l'investissement, le SGPI, a donc organisé un projet qui s'appelle Butterfly 2050, qui visait à imaginer des futurs réalistes et désirables pour la France de 2050 sur des thèmes variés. Et ils n'ont pas voulu faire une approche descendante où c'est quelques politiciens qui vont imaginer le futur. Ils ont plutôt cherché à justement sonder la vie de la jeunesse avec des profils assez variés, notamment des étudiants en ingénierie, et c'est pour ça qu'on a été appelé avec Selena à y participer, mais aussi des profils de designers, de scénaristes, des lycéens de lycées professionnels, et encore quelques autres profils. Donc Sacha, tu viens d'expliquer un peu de manière générale ce que c'était le projet. Selena, est-ce que tu peux nous préciser un peu l'objectif, le but du projet à la fin en fait? Qu'est-ce qui en sort de ce projet? Donc les attendus pour ce projet, c'était de proposer un scénario prospectif sur une des thématiques qui avait été donnée du coup par le SGPI. Donc il y avait, si mes souvenirs sont bons, 3 thématiques. D'accord. Il y avait la thématique habiter en 2050, la thématique bien vivre en 2050 et la thématique apprendre en 2050. Et donc on était des petits groupes de à peu près 4 étudiants, donc comme l'a dit Sacha, de un peu domaines différents. Et donc le but à la fin du coup de ces 6 mois de travail, c'était justement de proposer un scénario prospectif donc sur une de ces thématiques. Et donc le but du scénario prospectif, c'était vraiment pour mettre en avant des innovations qu'on voyait pour justement le futur de 2050. D'accord. Donc tout ça, ça a l'air un petit peu théorique quand même. Concrètement, comment s'est déroulé le projet? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles personnes vous avez pu rencontrer? Quelles ont été un peu les grandes étapes de ce projet? Tout à fait. On a fait une première réunion au sein des locaux du secrétariat général pour l'investissement du SGPI, dans laquelle on nous a déjà expliqué le sujet. Et un élément très intéressant, c'est qu'on a eu le choix de la méthode qu'on employait en équipe pour rédiger ce scénario. Certaines équipes ont été très créatives à essayer d'imaginer des choses complètement nouvelles. D'autres équipes se sont un peu plus ancrées dans la réalité en allant interviewer des gens sur le terrain, en organisant des workshops créatifs avec des personnes concernées, soit par apprendre, par bien vivre ou par habiter. Et ainsi, on a tous eu des méthodes différentes. Par exemple, dans mon équipe, on a choisi, nous sur le thème de l'éducation, donc imaginez un système éducatif désirable et réaliste pour 2050. On a commencé en allant interviewer beaucoup d'experts de l'éducation, donc des experts par expertise, mais aussi des experts par expérience, donc des acteurs de terrain de l'éducation, que ce soit des élèves, des enseignants, des parents, des directions. Et on a aussi organisé du coup des ateliers de créativité avec des élèves comme ça, ce qui nous a permis d'avoir une variété de points de vue, de prismes de lecture sur les enjeux éducatifs, en parallèle un petit peu de bibliographie bien entendu. Et de tout ça, on a pu sortir un scénario à la fois créatif, mais aussi ancré dans les réalités et les besoins, les motivations des acteurs réels de l'éducation. Selena, ça s'est un peu passé comme C'est ça? un peu pareil. Ce qui était super intéressant sur du coup ce projet, c'était surtout que le SGPI, si on avait besoin de ressources, il faisait le maximum pour nous donner accès à ces ressources. Ça veut dire que s'il y avait des experts particuliers dans un domaine avec qui on voulait justement discuter sur le sujet,
bah, on pouvait directement donc contacter les personnes qui organisaient du coup projet Butterfly 2050 et elles allaient tout faire, enfin faire en sorte que justement on ait la possibilité de rencontrer ces personnes cibles. Par exemple, voilà, il y a des personnes qui ont dans d'autres groupes qui ont voulu interviewer du coup Philippe Biwix et donc ils ont eu la chance de voilà de dire au SGPI qui voulait interviewer cette personne-là sur tout ce qui était cause matériaux et environnement et bah, donc c'est des experts auxquels on n'a pas forcément accès dans la vie de tous les jours et là ils sont vraiment enfin ils étaient vraiment là entre guillemets à notre disposition si on avait besoin de leur parler. Après, avec Sacha, on n'était pas du tout sur la même D'accord. thématique. Du coup, on n'était pas dans le même groupe. Moi, j'étais plus sur la thématique du coup habiter en 2050. Donc, j'ai pas fait trop d'études terrain. C'est-à-dire que Sacha, il a fait des expériences, il allait se déplacer sur des écoles. Moi, pour mon groupe, ça n'a pas trop été le cas. Nous, on a vraiment plus fait tout un travail de bibliographie et donc justement de rencontres avec les experts. Et du coup, vous parlez beaucoup de ces deux thématiques, donc pour toi éducation et pour toi habitat. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que c'est? Parce que bon, l'éducation ou l'habiter, ça reste deux domaines qui sont très larges de Ouais. manière générale. Par exemple, pour l'éducation, est-ce que c'est l'éducation des petits, des très grands, des ingénieurs comme nous, par exemple? Est-ce que tu pourrais nous préciser un peu ton thème que tu Mm. as utilisé? Tout à fait, excellente question. C'est important de préciser le sujet, effectivement. Surtout que chaque équipe qui avait le thème éducation, il y avait 3 équipes sur ce thème-là, sont parties sur des angles un peu différents. D'accord. Les autres équipes ont fait notamment l'éducation tout au long de la vie ou l'éducation dans le milieu professionnel. Nous, on est vraiment resté sur l'éducation de la jeunesse, ce qui reste encore très large, donc à la fois maternelle, primaire, collège, lycée. Et justement, imaginez de manière un peu holistique une école qui soit pas forcément segmentée comme elle est aujourd'hui, mais où il y ait un continuum éducatif. D'accord. Et alors, je rentrerai plus tard dans peut-être la description de nos Oui. innovations, mais globalement, on a cadré ça sur l'ensemble de la jeunesse, et même hors du milieu scolaire un peu classique, en imaginant aussi le continuum entre le scolaire et le périscolaire. D'accord. Et pour toi, Selena, comment ça s'est organisé? Alors pour l'habitat, enfin comme tu dis, c'est des sujets qui sont assez très vastes et justement, enfin nous, c'est des sujets qu'on nous a donnés comme ça, donc c'était vraiment à, je veux dire, à nous de déterminer un peu les Oui. limites qu'on voulait donner. Donc c'est pour ça qu'au début, il y a eu tout un travail sur justement qu'est-ce que ça veut dire habiter pour notre groupe, sur quoi on voulait travailler. Et donc comme l'a dit Sacha, en fait, en fonction des équipes, il y a eu plein de propositions différentes et je pense que c'est un peu aussi ce que cherchait le SGPI, c'est nous donner de la liberté, nous dire bon bah qu'est-ce que ça veut dire pour vous habiter et si vous deviez bah, proposer des innovations et qu'est-ce que c'est l'habitat de 2050, bah allez-y, c'est libre quoi. Donc Et du coup, tu parlais un peu de mettre des limites oui. sur un projet. C'est quelque chose qui est souvent très compliqué à faire, que ce soit un projet bah, là, un peu plus en dehors de l'école ou en tant qu'ingénieur. Comment vous avez réussi à vous dire, bon, bah là, c'est ce sujet-là, et on va pas plus loin? Ok. Mm. Bah, par exemple, pour l'équipe, nous, on s'est concentré sur si on devait, je veux dire, proposer des innovations pour l'habitat en 2050, mais enfin, juste sur le territoire français. C'est-à-dire D'accord. que quand on a fait notre analyse, bien sûr, on a pris en compte, enfin, d'une manière plus générale, enfin, le bilan un peu sur tous les continents, mais ça aussi, enfin, on s'est aussi dit, bon, bah voilà, par exemple, en 2050, quelles sont les conditions climatiques, et on a fait des parallèles avec bah, des conditions climatiques extrêmes qui existent déjà dans d'autres pays. Donc c'est un peu la limite que nous, qu'on s'était un peu imposé, donc comment, du coup, bah, habiter en 2050, mais en France. Et avec tout ce travail de, bon, bah, les conditions climatiques, elles vont être différentes, elles vont être plus extrêmes. Donc c'est un peu enfin, ce vers quoi nous, on s'était axé. Et là, on avait mis nos limites. Donc on avait plus vu, en fait, notre proposition, elle s'était plus vue à l'échelle d'un quartier, si je devais dire ça. Ok. C'est-à-dire qu'on est parti un peu du général, mais on a quand même un peu fait l'effet entonnoir, Oui. donc du quartier, puis après de l'habitat. Mais on n'a pas fait, je veux dire, notre proposition, c'est pas une proposition pour tous les territoires de France. Oui. Et voilà, il y a des personnes qui se sont intéressées notamment sur toute la partie côtière. D'accord. Donc eux, ils ont fait vraiment des propositions sur ce qui se passerait proche des côtes du coup, alors que nous, on a plus vu ça bah, proche des métropoles et au cœur de la France. Comme un peu Compiègne, quoi. Oui, voilà, enfin, oui, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, c'est Euh, pareil, vous avez dû, je suppose, poser des limites? ouais, tout à fait. Alors, un élément important, c'est qu'il y a eu vraiment 2 phases dans le projet de mon équipe, parce qu'on a eu une redirection du sujet en cours de D'accord. route. Initialement, donc, on s'est concentré sur du coup le milieu scolaire
Et on a posé la limite du cadre pédagogique. On voulait voir des manières d'apprendre, des manières d'enseigner qui pouvaient être plus cohérentes avec les besoins des élèves, des enseignants, de tous les acteurs de l'éducation. Et donc ça reste assez large, mais justement, on visait un peu l'échelle du cadre pédagogique, des méthodes. Et en cours de route, en discutant avec le SGPI, et notamment vis-à-vis des stratégies en parallèle du ministère de l'Éducation nationale, ils nous ont indiqué que on avait plutôt bien cerné les volontés d'évolution qu'il y avait au sein de l'éducation nationale pour améliorer le système éducatif, et qu'en fait l'enjeu aujourd'hui c'était pas de savoir quelle serait l'éducation idéale, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait y arriver. En Oui. 2 ans, 5 ministres de l'éducation nationale différents, ils essayent des réformes, ça marche pas, les profs en ont marre d'avoir des nouvelles réformes qui tombent de manière descendante et centralisée à chaque fois. Bref, ils n'arrivent pas à fédérer les acteurs autour d'un changement radical de l'éducation, radical au sens étymologique évidemment. Et donc notre sujet a bifurqué pour, en plus du scénario prospectif d'une école crédible et désirable, produire un chemin de transformation pour l'éducation entre 2025 et 2050 en France. Et donc là, on est reparti sur un nouveau cadrage du projet, où on s'est intéressé beaucoup plus au processus de diffusion. D'accord. Avant, c'était les processus pédagogiques, comment on apprend. Donc, c'est les processus de diffusion. Une fois qu'on sait comment apprendre, comment est-ce qu'on diffuse Oui. les solutions, et du coup, comment on les adapte à chaque contexte. C'est quelque chose qui est ressorti, et j'y reviendrai. Qu'en fait, on ne peut pas diffuser de manière uniforme quelque chose, il y a un enjeu d'adaptation, et donc c'est une méthodologie assez complexe et modulaire qu'il convient de concevoir. Et juste, je termine là-dessus, à la fois complexe, mais simple à prendre en main par les acteurs localement. D'accord. Donc là, vous avez un peu dit ce que vous avez, d'où vous êtes parti. On va faire les choses un peu différemment. Je vais vous demander, à quoi vous, avant de dire, comment vous avez fait, vous êtes arrivé à quoi à la fin? Parce que vous parlez de scénario prospectif, c'est un grand terme, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce que c'est un texte de 3 pages? Est-ce que c'est un roman de 250 pages? Ou est-ce que c'est des dessins, je sais pas, des présentations? Comment vous avez présenté tout ce travail que vous avez réalisé? Et surtout, j'ai oublié, en combien de temps vous avez réalisé ce projet? Si vous avez approximativement la durée du projet. La durée du projet, c'était 6 mois. On l'a débuté fin février, début mars. D'accord. Et on a eu, et donc ça s'est vraiment clôturé là, vers le 6 juillet. D'accord. Et donc il y a eu un peu 2 phases sur vraiment, sur ce qu'on a restitué. Donc il y a eu un livret vraiment scénario. Et il y a eu une partie présentation orale pitch. Donc ça s'est fait dans un deuxième temps et c'est ce qui a clôturé du coup le projet. Donc pour le scénario, en fait, tu parlais un peu de la quantité de pages. Ça dépend. Ça dépend vraiment des groupes. On a eu quand on a regardé du coup à la fin un peu tous les travaux des différents groupes. Il y a des groupes qui ont proposé des scénarios sur 4-5 pages, d'autres comme Sacha m'y parlera mieux, mais c'est plus vraiment vraiment c'est un peu un guide. D'accord. Et par exemple pour ma part, nous c'est plus une histoire qui se déroule sur une petite vingtaine de pages. Donc il y a du texte, il y a vraiment un scénario, une histoire qui est racontée, donc c'est un peu la trame générale qui permet de du coup présenter le contexte, notre héros, notre personnage de l'histoire, et du coup c'est à travers un peu ses rencontres qu'elle va justement, qu'on va illustrer nos innovations. Donc il y a du texte qui a été rédigé, comme on a la chance dans nos équipes d'avoir eu une scénariste, c'est cette personne-là qui a fait vraiment le gros travail de la rédaction. Ils ont les codes pour le faire, chose que nous on n'a pas forcément, et donc c'était vraiment un plus. Et après c'est du coup pour mon projet, c'était illustré du coup de petites illustrations que du coup celui qui venait d'école de design avait proposé, et moi aussi j'y ai participé. Donc voilà, donc en fait on illustrait un peu nos innovations pour un peu avoir du visuel quoi, et donner un peu plus envie que juste lire un texte brut comme ça. Et donc toi t'es parti sur un format complètement différent, sous la forme d'un guide. Complètement différent, je dirais pas jusque-là, mais effectivement, puisqu'il y a eu une bifurcation en cours de route, on a vraiment 2 parties distinctes dans le rendu qu'on a fait. Là, je parle du rendu écrit, on a aussi eu le pitch à la fin. On a eu la première partie scénario.
voilà, on a fait un peu moins long, on a fait une dizaine de pages qui racontent voilà, une école en 2050, crédible, mais désirable, où les enfants développent leurs compétences psychosociales, et j'y reviendrai. Globalement, ils apprennent à bien se gérer, à bien gérer leurs relations, et à gérer collectivement des défis sociétaux. De manière générale, c'est très multidimensionnel. Et donc, en plus de ce scénario, effectivement, pour répondre au deuxième cahier des charges qu'on a reçu, on avait une partie plus guide où on présentait une méthodologie de transformation assez macro, donc plutôt à échelle nationale, du système éducatif. D'accord. Et donc vous parlez aussi d'un speech. Donc je suppose que ce speech, vous l'avez fait quand même devant des personnes qui devaient être relativement importantes. Et on sait que bon, c'est toujours un peu stressant de parler devant des gens. Et comment vous avez ressenti ce moment d'échange au final avec les personnes qui vous ont encadré, peut-être des personnes un peu plus importantes, parce que vous parliez du ministère par exemple, qui pouvaient être là. Comment vous avez ressenti ce moment et qu'est-ce que vous en avez tiré au final? On a eu la chance d'avoir une journée de formation pour justement se former un peu au pitch, à la prise de parole devant le public. Et je trouve que c'était une super idée d'avoir mis ça en place parce qu'on n'est pas forcément tous à Ouais. l'aise et que dans des projets comme ça assez longs, l'idée c'est que quand même toutes les personnes du groupe prennent la parole et participent pour justement montrer qu'on est quand même impliqué et que c'est un travail de groupe. Je pense que c'est important. Donc oui, il y avait des personnes, je vais dire plus ou moins importantes, il y avait pas mal de personnes du coup du SGPI, mais je trouve que c'était, on a toujours eu enfin même si on était devant, du coup un jury de 9 personnes, je trouve que c'était toujours super bienveillant. Enfin, il y a vraiment une ambiance de bienveillante, écoutée, il y avait pas de volonté enfin il y avait pas il y avait de la critique sur ce qu'on disait, mais c'était de la critique constructive, Ouais. ils essayaient vraiment de comprendre comment on était arrivé là. Donc après, je trouve qu'il n'y a pas eu ça a pas créé des gênes ou de trop Oui. de sentiments. Forcément, on a quand même un petit sentiment de stress, mais c'était quand même, vraiment tout au long du projet, il y a eu une super ambiance très conviviale et je trouve que et c'est vraiment ce que un peu je retiendrai aussi du projet, c'est que c'était on était quand même un gros groupe, on était une cinquantaine de personnes, mais c'était un peu une petite famille et il y avait que de la bienveillance, donc c'est un peu comme ça que moi j'ai vécu du coup le pitch. Mhm. Et Oui, toi? je rejoins entièrement ce que tu dis, Selena. On a été bien préparés pendant cette journée-là avec deux très bons coachs en prise de parole. Alexandre Leborgne de T2C Formation et Grady de Graine d'orateur. D'Orateur, t'as raison. Graine d'Orateur 93, pardon. Et donc, globalement, toutes les équipes ont pu se préparer, écrire ensemble le pitch et le répéter suffisamment pour qu'au final, effectivement, même les lycéens, par exemple, qui étaient forcément, étant plus jeunes, un peu moins à l'aise au départ, puissent s'ouvrir et exprimer pleinement la préparation et le contenu qu'ils avaient produit. Donc c'était plutôt un moment de plaisir et effectivement de satisfaction aussi de présenter devant un tel jury. Alors il y avait notamment le secrétaire général pour l'investissement, des grands noms du design, notamment Anna Sensio, des voilà, différents membres du gouvernement et tout. Enfin, c'était donc un beau jury. Et je pense que toutes les équipes étaient particulièrement convaincues par ce qu'elles présentaient et se sentaient inspirées par leur travail et donc un peu portées par les valeurs qu'elles présentaient. Et ça a aussi mis une énergie très inspirante, très motivante dans la salle à ce moment-là. D'accord. Bah, c'est hyper intéressant de vous entendre parler. Et du coup, comme on a parlé du début, de la fin, on va parler un petit peu du milieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre projet concrètement? Et bah, si vous pouvez me donner un exemple d'innovation, parce que je me doute que vous avez dû en faire beaucoup, mais si vous en avez un que vous aimeriez partager à nos auditeurs et auditrices, donc les étudiants et Mm. autres personnes qui nous écoutent, bah, ce serait quoi? Et pourquoi aussi nous dire pourquoi, selon vous, c'est une innovation, quelque chose qui pourrait rendre, comme tu disais, l'avenir désirable et innovant. Alors, je pense que l'innovation dont je vais parler, c'est une innovation qui est plus de l'ordre organisationnel dans le thème de l'habitat, du coup.
En fait, En fait, on a fait le constat que ce qu'on voulait pour 2050 et ce qu'on avait un peu le sentiment, nous, en tant que jeunes qui disparaissaient au fur et à mesure, c'est les ambiances de petits villages. D'accord. Fait que enfin, dans les villages, on se connaît plus trop. Enfin, nos voisins, on n'a pas forcément de lien avec eux, et que c'est quelque chose qui est assez dommage. Et on aimerait, enfin, et qu'on voulait justement cette volonté d'essayer de recréer du lien. Mais recréer du lien, mais on avait toujours conscience du fait que voilà, l'environnement c'était pas forcément, enfin je veux dire, ça va pas forcément très bien en ce moment, et que c'est important de remettre la biodiversité, le respect de l'environnement au cœur de nos habitations. Et donc on est parti sur une innovation organisationnelle, se dire bon bah comment justement recréer du lien, mais continuer à respecter l'environnement à l'échelle un peu d'un quartier. Et donc, on est parti sur un peu l'idée de quartier résidentiel, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus dire bon bah voilà un regroupement d'habitations. Et du coup, c'était se dire bon bah voilà, le but ce serait de se faire rencontrer les gens. Et on a proposé le fait on n'achèterait plus nos habitations comme aujourd'hui beaucoup de D'accord. personnes sont propriétaires. Aujourd'hui, ce serait plus dire bon bah on loue l'habitat. Et en fonction de notre temps qu'on donne à la vie du quartier, à l'entretien par exemple du potager ou à l'entraide qu'on se fait entre voisins, et ben on verrait nos charges de loyer un peu diminuer. Ok. Ce qui serait du coup ça inciterait les habitants à justement aller donner un peu de son temps pour faire du potager, aller je sais pas faire du bricolage pour le voisin. Et du coup, bah, les personnes qui n'ont pas forcément cette volonté ou qui n'ont pas le temps du coup, de mettre un peu de cette participation, elles se verraient pas pénalisées plus que ça. C'est juste qu'elles auraient, j'allais dire, leur loyer à plein tarif de base, mais que ça les empêcherait pas d'être dans cet environnement un peu convivial. Donc c'est en gros l'organisation qu'on présente au début du coup de notre scénario, et c'est celle que j'ai trouvée intéressante. C'est-à-dire que bon bah on est bien conscient que si on veut agir par le changement, que ce soit pour protéger la biodiversité, bah faut un peu toucher, j'allais dire, c'est un peu bête de dire ça, mais à l'argent des personnes, parce que c'est ce qui va un peu les motiver aussi, et pas forcément pour mal. Bah, c'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui est pas répandu du coup, Ouais. donc c'est une très belle innovation. Et dans ton cas, Sacha, quelle est l'une des innovations que vous avez pu prospérer... Oh, excuse... Pro... 1, 2, 3. Proposer. Globalement, tout le monde veut voir changer l'école. Et aujourd'hui, les solutions pédagogiques existent. Il y a de très belles études du think tank Vers le haut qui parlent de ça. La question, c'est comment on fait le changement. Donc c'est vraiment là-dessus, une fois qu'on a eu cette bifurcation, qu'on s'est concentré, et je pense que c'est là que réside le cœur de notre innovation. Comment organiser une transformation à grande échelle et relativement radicale du modèle éducatif pour qu'en 2050, chaque jeune ait la chance de se construire et de s'épanouir en citoyen altruiste, capable, conscient et engagé. Et donc, dans cette méthodologie de transformation, un élément qui est au cœur, c'est l'aspect décentralisé, où les acteurs de terrain, qui connaissent leurs besoins, qui connaissent leurs motivations, ont accès à des outils d'intelligence collective qui leur permettent de co-construire ensemble, d'imaginer ensemble des manières d'apprendre, des manières d'enseigner, des méthodes pédagogiques qui sont adaptées à leur contexte. On ne peut pas faire le même enseignement, la même école, dans le 16e arrondissement ou dans le 93 ou en zone rurale. C'est des contextes différents, avec des contraintes différentes, des ressources différentes. Les élèves viennent de milieux sociaux différents. Il faut s'adapter. Sauf qu'aujourd'hui, l'éducation est dans une tension permanente entre il faut une égalité d'éducation, faire la même éducation partout, et en même temps, il y a la liberté pédagogique, où chaque prof peut utiliser les techniques pédagogiques qu'il veut pour enseigner le contenu qui est uniformisé. Nous, l'idée, c'est d'avoir une approche hybride, où à la fois sur le terrain, les enseignants, les élèves au sein de laboratoires d'innovation scolaire peuvent tester des choses, expérimenter et faire profiter à l'échelle nationale les résultats de leur expérimentation, et qu'en parallèle à l'échelle nationale, il y a une forme de conseil un peu sur la base de la Convention citoyenne pour le climat, qui puisse se monter avec des acteurs de l'éducation très variés. Et quand je dis acteurs variés, en fait, nous sommes tous éducateurs, comme
encore une fois pour citer une étude du think tank Verlo, qui est le premier think tank français sur l'éducation, pour préciser. On est tous éducateurs, nous sommes tous éducateurs. Donc, tout le monde peut avoir un point de vue, mais effectivement, il y aurait sûrement une surreprésentation voulue dans un conseil comme ça, d'élèves, d'enseignants et du coup aussi de parents, notamment de direction, etc. Donc c'est cette approche hybride, où il y a à la fois l'aspect descendant de ce conseil-là, alors descendant mais qui inclut les citoyens, hein, mais donc on va dire centralisé plus que descendant, et l'aspect décentralisé, où globalement les méthodes sont adaptées sur le terrain, grâce à des espaces et des outils d'intelligence collective, qui sont adaptés aussi aux contraintes du terrain. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de venir avec des outils d'intelligence collective où il y a besoin de se réunir 2 heures par semaine dans la même pièce pour mettre en application des nouvelles choses, parce que les enseignants n'ont pas le temps, les élèves non plus, des fois n'ont pas le temps, les parents non plus d'ailleurs si on veut les impliquer, mais qu'on ait des outils qui puissent donc permettre différentes contraintes, que ce soit un travail désynchronisé par exemple, on peut regarder Vincent Fayet à ce sujet qui a fait un beau travail, qui puisse prendre un minimum de temps et donc des fois de manière désynchronisée, adapté aux contraintes financières, bref, permettre cette co-construction pédagogique, décentralisée et adaptée aux contraintes du terrain. Ok, donc c'est 2 grosses innovations qui sont un peu en marge de ce qu'on peut voir en ce moment. Et du coup, bah, vu qu'on a parlé un peu de ce que vous avez fait, quelles sont par exemple les suites pour ces projets-là? Parce que c'est beau de présenter des scénarios comme ça, mais qu'est-ce qu'on a après? Bon, vas-y. Ok. Plusieurs choses après. Donc, suite au rapport qu'on a rendu qui s'appelle L'école du nous, et qu'on a présenté au SGPI en juillet, on est en train, avec une équipe recomposée et complétée, de créer une association D'accord? qui visera justement à prototyper cette méthodologie de transformation dans différents établissements, dans des contextes variés. Parce que globalement, puisqu'on part sur une méthodologie hybride, le gouvernement, s'il y a volonté politique, peut faire la partie descendante, donc voilà, créer un conseil, etc. Mais la partie bottom-up ne peut venir que du terrain. Donc il faut dans tous les cas des associations sur le terrain qui vont organiser cette co-construction pédagogique. Et donc là, on est en train de créer une association qui fait ça. On collabore bien entendu toujours avec le SGPI, avec une variété d'autres partenaires de l'éducation qu'on a rencontrés dans le cadre de nos interviews et après dans le cadre d'événements. Et donc maintenant, on va améliorer, développer ces outils-là pour que ensuite on puisse les diffuser à l'échelle nationale avec l'aide évidemment du gouvernement, du SGPI, des académies, de manière à diffuser cette transformation éducative et qu'on atteigne l'objectif, à savoir qu'en 2050, chaque jeune puisse se construire et s'épanouir en citoyen altruiste, capable, conscient et engagé au sein du système éducatif français. Et pour Et alors là, je vais parler plus de manière générale. Le but de ces projets, ça a été pour le SGPI déjà de recueillir un peu sur la jeunesse, qu'est-ce qu'elle voulait pour 2050, qu'est-ce qu'elle voyait, qu'est-ce qu'elle voulait pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils souhaitent faire d'autres éditions à D'accord. Butterfly 2050 pour justement en fait un peu récolter pas mal de données sur c'est quoi la volonté des jeunes pour 2050, tout simplement. Et donc tous nos rapports, ils ont été lus au sein du coup du SGPI pour justement essayer de faire ressortir des idées et s'il y avait des choses qui se dégagent, enfin des innovations qui se dégageaient plus par rapport à d'autres, justement voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que ce serait applicable, etc. Donc ça c'est plus un peu pour la plupart des projets comment ça s'est passé. D'accord. Et du coup, est-ce que donc tu parlais du projet Butterfly 50 des suites? Ouais. Est-ce que tes étudiants et tes C1 peuvent par exemple s'inscrire s'ils le souhaitent? Alors je sais pas où ça en est à ce stade. Je crois que, c'est sûr qu'il va y avoir des futures, exactement, des futures éditions, si on peut dire ça. Je pense que oui, des UTC1 sont attendus. Nous, ils ont beaucoup compté sur nos retours d'expérience aussi D'accord. par rapport à cette première édition. Nous, on a beaucoup encouragé le SGPI à aller chercher aussi d'autres profils que des ingénieurs, des designers, des personnes d'école de scénaristes ou de voix professionnelle, mais le but c'est vraiment de diversifier ça à un peu tous les secteurs et je pense que du coup en fait il n'y a pas de limite de profil et donc des UTC1 font carrément aller postuler pour faire une édition future.
Tout à fait. Bah, l'UTC est un établissement pilote dans les Mm. Hauts-de-France sur l'organisation de la deuxième édition. D'accord. Donc oui, sans aucun doute, des UTC1 qui restent informés auront l'opportunité de candidater. En fait, on a été pour chaque équipe a été encadrée par soit des personnes du SGPI, soit des enseignants. À l'UTC, il y a du coup deux enseignants qui ont encadré les équipes. Donc, un enseignant qui a encadré du coup l'équipe de Sacha, qui est Anne Melot et qui est dans la filière design. D'accord. Et la personne qui a encadré mon équipe, c'est Emmanuel Corbasson, qui est le responsable de la filière design du coup à l'UTC. Et ils ont vraiment été, je pense, ils ont apporté beaucoup de soutien à ce projet. Et je pense qu'ils sont bah voilà, il continue à travailler aujourd'hui avec le GPI pour qu'il y ait des suites sur ce type de projet. D'accord. Et du coup, donc ça, c'était vraiment la présentation un peu générale de tout ce que vous avez pu faire dans ce magnifique projet. Mais comment vous en êtes venu à l'idée de, bah, allez, je participe à ce projet, d'où ça vient l'idée de se dire, bah, je fais ça en plus de mes études. Pourquoi, en fait, pourquoi vous vouliez participer au projet Butterfly? Alors, moi, c'est Monsieur Corbasson qui m'a présenté le projet. Et ça m'a tout de suite beaucoup intéressée de se dire que on cherchait un peu l'avis des jeunes pour créer notre futur, surtout avec voilà le fait que moi j'ai quand même une conscience écologique, on voit que c'est ce qui se passe aujourd'hui et que c'est un des axes sur lesquels je veux un peu initier aussi le changement. Et je trouve ça super intéressant qu'on nous propose de participer à ce type de projet pour justement proposer des innovations. Donc c'était un peu challengeant et c'est ce qui m'a donné envie et de se dire bon bah allez, faut faire entendre un peu la voix des jeunes. Donc c'est l'occasion, faut foncer. Et puis c'est un projet quand même très, enfin moi j'ai trouvé ça super intéressant, quoi. Hmm. Un peu Ouais, être le porte-parole de notre génération, quoi. Oui, enfin, je sais pas si c'est le porte-parole, mais apporter des idées et se dire, bon, bah, on va se faire aussi un peu entendre parce que, Mm. bon, bah, c'est quand même au sein du secrétariat général pour l'investissement, donc c'est pas, je veux dire, c'est pas rien non plus. hmm. Ouais, Et tout pour à fait. toi? Bah, tout d'abord, étant scout depuis mes 6 ans, j'ai eu cet apprentissage aussi de la vie démocratique. Et on a envie effectivement que tous les profils, et notamment la jeunesse, puissent participer aux décisions politiques, ce qui est pas forcément toujours le cas. Donc de ce point de vue-là, ça m'intéressait beaucoup. Et en parallèle, j'ai vu tout de suite qu'il y avait la thématique éducative qui était dans le projet. Et depuis longtemps, dans mes réflexions et dans mes intuitions, j'en aboutis à la conclusion, pour paraphraser Nelson Mandela, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer une société. Et donc je savais qu'à un moment ou un autre, j'allais m'intéresser en profondeur à cette question-là, mais je ne prenais pas forcément le temps puisque j'étais plutôt orienté transition écologique et ingénierie pour l'instant. D'accord. Et donc j'ai vu l'opportunité d'aller creuser un sujet passionnant en plus en ayant accès à des ressources auxquelles j'aurais pas forcément accès d'habitude. Et donc je me suis dit bah s'il y a une possibilité même fine d'avoir une petite influence sur les décisions politiques du pays en matière d'éducation, ça pourrait avoir des grosses conséquences positives à long terme. Donc c'était ma motivation principale. Ok. Et du coup, donc après cette motivation qui est très belle aussi pour tous les deux, bah, qu'est-ce que vous en avez retenu de ces 6 mois, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue étudiant-ingénieur, parce que vous avez parlé d'innovation, et bah, on est dans une école d'innovation, et donc qu'est-ce que vous en avez retenu tous les deux? Alors, ce que j'ai retenu de ce projet, c'est déjà du point de vue, j'allais dire, en tant que UTCN, on travaille beaucoup en groupe à l'UTC, mais c'est quand même rare qu'on soit mélangé avec différents profils. Ça arrive, bon, bah, quand on est sur des matières, j'allais dire, moins scientifiques, comme les matières de technologie, sciences humaines. Mais c'est rare que du coup on soit tous mélangés. Et là, c'était vraiment des projets de groupe où on est avec des personnes enfin, qui viennent d'horizons complètement différentes. Et c'est super intéressant en fait, parce qu'on n'a pas. On est ingénieur, donc on a globalement plus ou moins tous la même vision. Alors que bah, là, on est avec un scénariste, un designer, quelqu'un qui a enfin, un lycéen qui se voit professionnel. Donc on a forcément des décalages. Et donc je trouve que ça a été super enrichissant sur ce point de vue. Après, ça apporte beaucoup aussi en termes, j'allais dire,
de rencontres, mais plus du coup niveau professionnel parce que bah, on rencontre des experts, des gens avec qui on n'a pas l'habitude d'être en contact, des personnes, bon bah voilà, des services du Premier ministre. Donc c'est quand même... puis on n'a pas... Enfin voilà, qui n'ont pas forcément la même culture pareil. Donc je dirais que c'est vraiment globalement ce que j'ai retenu de ce projet, c'est les rencontres et la variété des profils. C'était incroyable et très enrichissant vraiment. Tout à fait, je rejoins 100% tes points, Célia. Je vais compléter du coup avec d'autres points. Déjà sur l'aspect innovation, euh, l'une des leçons principales de plusieurs équipes, ça a été que l'innovation n'est pas nécessairement technologique, mais des fois on est plus efficace, plus humain, à court, moyen et long terme, à faire des innovations organisationnelles dans la manière de penser, dans la manière d'approcher les problèmes. Et alors on rejoint les méthodologies du design en changeant un peu son prisme de lecture, en prenant du recul, en montant le niveau d'abstraction sur certains problèmes. On peut trouver des solutions plus radicales, donc, enfin, au sens étymologique, hein, toujours, et donc à la fois qui se diffusent à plus grande échelle, qui sont plus efficaces, qui demandent moins d'efforts, donc qui sont plus sobres sur tous les aspects. Et deuxième chose, et je m'arrêterai là-dessus du coup, sur le gouvernement, tout le monde a un avis sur la politique, et tout le monde a un avis sur les gouvernements, et on peut venir avec des a priori un peu négatifs de ah oui, ils ont pas envie du bien des gens, ils sont là pour leur intérêt personnel, et il y a sûrement quelques personnes au gouvernement pour qui c'est le cas, mais ce qu'on découvre en interne, c'est qu'en fait il y a plein de mouvements, de volontés très différentes, éparses au sein du gouvernement, qui de temps en temps se manifestent en une volonté unique, mais globalement, il y a beaucoup de tensions en interne. Et donc, il n'y a pas un gouvernement, il y a plein d'instances différentes qui sont elles-mêmes constituées de plein de personnes différentes. Et du coup, plutôt que d'apporter un jugement, je pense qu'il faut essayer de comprendre le cadre qui va privilégier telle ou telle décision. Et il y a toujours des manières de s'insérer pour avoir un impact en politique. Je pense que c'est très important que les citoyens, que ce soit les étudiants ingénieurs ou n'importe quel citoyen, aient conscience que il n'est pas impuissant en termes politiques. Il y a des portes d'entrée dans différentes instances, via différentes personnes, et, euh, et des fois on aura l'impression de tomber face à un mur sur l'aspect administratif. Par exemple, pour l'éducation nationale, on nous a conseillé de pas tout de suite collaborer avec le ministère, mais d'attendre un peu une certaine maturité du projet avant de créer la collaboration. Donc, il y a des fois ce mur peut apparaître, qui peut paraître. Pour autant, en interne, il y a toujours des tensions sur lesquelles il est possible de jouer pour retravailler un peu les équilibres qui sont trouvés à ces tensions en interne, et donc avoir un impact sur les décisions politiques. Donc, j'invite plutôt à s'engager et à le faire avec confiance que des changements sont possibles. Eh ben, merci beaucoup pour ce podcast. Et puis, il y a une petite question que j'adore finir avec laquelle, c'est est-ce que vous avez un conseil aux étudiants qui nous écoutent, aux auditeurs, auditrices, parce que ça peut être des étudiants, peut-être des futurs étudiants, des professeurs. C'est très vague. Est-ce que vous auriez un petit conseil pour ces personnes? Alors pour les étudiants, le conseil que j'aurais, c'est si vous avez des projets comme ça, franchement foncez, allez-y. Surtout il va y avoir des prochaines éditions et comme je l'ai dit, il y a des ressources incroyables, enfin on a accès à un nombre de ressources incroyables, donc c'est quand même assez rare sur des types de projets comme ça, je pense. Donc enfin, faut vraiment foncer parce que je vais dire, il y a énormément de plaisir quand on travaille dans un projet comme ça, que ce soit du point de vue des rencontres, mais aussi du coup, je vais dire, des ressources auxquelles on a accès. Hmm. Alors, bon, je vais tricher, je vais donner deux conseils. Le premier conseil est court, c'est de prendre conscience du pouvoir des imaginaires, des récits, des narratifs qu'on peut se raconter à échelle sociétale. C'est extrêmement puissant et c'est parce qu'ils ont compris ça que le SGPI ont choisi de nous faire écrire des scénarios, alors que des ingénieurs et designers auraient pu travailler sur plein d'autres choses. Et mon deuxième conseil, c'est plutôt une suggestion. Si vous voulez vous engager pour la transformation du système éducatif, n'hésitez pas à nous contacter. Alors vous pouvez aller voir Sacha Bourguet sur Facebook ou Adara 2050 qui est le nom prévisionnel de l'association qu'on est en train de créer. On a besoin de tout type de profil et tout type de compétences et ensemble on en voit pour avoir un réel impact sur le système éducatif, encore une fois pour que demain les jeunes puissent s'épanouir
au sein de ce système, se construire et contribuer à une société plus humaine. Eh bien, merci beaucoup pour ces conseils. Du coup, j'espère que ce nouveau épisode vous a fait plaisir et que vous avez appris autant de choses que moi. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Je remercie toujours Serge et Cindy qui sont en régie pour l'enregistrement et l'équipe de communication qui nous aide à faire ce projet, de vous proposer des podcasts sur des profils de l'UTC. Donc à très bientôt et merci à tous les deux. Merci beaucoup.